Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. De vous retrouver pour votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Ouverture de showroom permanent au Sénégal pour promouvoir le Made in Algeria et garantir sa disponibilité en Afrique. Des expositions, des hubs pour les entreprises nationales par lesquelles elles pourront accéder au marché des pays africains. Nous nous intéresserons à la fabrication de postes électriques en béton par une usine à Ouargla et dont la production répond aux besoins du marché de la région. Avant de vous parler de l'électrification des exploitations agricoles dans la wilaya d'El Oued. En Palestine, la crise humanitaire s'aggrave alors que les bombardements sionistes font rage dans toute l'enclave. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Il fait état de plus de 22 000 morts et de plus de 57 000 blessés. Aucun lieu n'est épargné. L'oasis rouge attire un grand nombre de touristes passer ses vacances au milieu des dunes sous un soleil doré durant la saison hivernale de plus en plus courant. Et c'est aussi le cas à Ouled Djelel qui recèle d'un patrimoine naturel et culturel époustouflant. Des road trips y sont organisés. Et puis nous terminerons au cœur du jardin d'essai du Hama qui reste un must à faire à Alger. Il est considéré comme l'un des jardins d'acclimatation les plus importants au monde. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonsoir, pardon. Ouverture de showroom permanent au Sénégal pour promouvoir le Made in Algeria et garantir sa disponibilité en Afrique, ce qui permettra à l'Algérie de présenter et de faire connaître le produit algérien. On parle d'expositions qui veulent être des hubs pour les entreprises nationales, publiques et privées, par lesquelles elles pourront accéder au marché des pays africains. Abdelouahab Aftis et Malika Belal. L'ouverture de ce showroom permanent au Sénégal, inauguré en septembre dernier, dans l'optique de promouvoir les produits algériens et garantir leur disponibilité permanente en Afrique, permet à l'Algérie de passer enfin de l'ancienne politique des discours à celle des faits, avec un produit Made in Algeria défiant toute concurrence. L'Algérie, pour nous, ils ont la particularité de nous présenter des produits de qualité. Et donc c'est ce qu'on cherchait depuis très longtemps parce que comparé au prix qui nous vient de d'autres pays. Ce sont des produits bons. Je l'ai essayé, j'ai proposé pour les Sénégalais d'essayer des produits. Les stands des Algériens, c'est top. Cet espace a regroupé une soixantaine d'opérateurs économiques dans une première phase avant d'entamer des opérations d'exportation vers le Sénégal. Cette exposition permanente sera d'un très grand apport pour tous les investisseurs et les exportateurs algériens. Prend en charge tout ce qui est procédure. Le but de notre participation à la 31e édition de la Foire internationale de Dakar est de présenter les produits algériens aux autres pays africains, surtout les pays de la CEDEAO. Cette foire internationale est aussi une occasion pour les opérateurs économiques algériens de découvrir le marché sénégalais en particulier et le marché africain en général. Nous avons procédé au recrutement d'agents commerciaux sénégalais. Actuellement, nous sommes à la recherche de clients sénégalais qui sont dans la possibilité de distribuer les produits algériens ici au Sénégal. Ce showroom, en plus d'exposer différents produits algériens, protège l'exportateur algérien en ce qui concerne l'opération de paiement. Depuis 3 mois, ils sont là, mais nous sommes satisfaits. Et que l'Algérie, aujourd'hui, a des produits en quantité que nous n'avons pas au Sénégal,
mais également la sous-région. Plusieurs accords ont été signés entre des entreprises publiques algériennes et des entreprises publiques sénégalaises, et cela en partie grâce à ce showroom. Cette exposition a permis de faire connaître le produit algérien. Cette mesure vise à accroître les exportations algériennes hors hydrocarbures selon un modèle économique basé sur la valorisation de la production nationale et la rationalisation des importations. On s'intéresse à présent aux postes électriques en béton dont la fabrication est la spécialité d'une usine de la zone industrielle de Hassi Ben Abdallah à Ouargla. Tous les équipements sont conçus, fabriqués sur place. On peut dire que sa production répond aux besoins du marché de la région. Mais elle ne s'arrête pas là. En parallèle, cette unité prodigue des formations au profit de jeunes qui devront reprendre le flambeau un jour. Reportage, Rina Lohari. Implantée au sein de la zone industrielle de Hassi Ben Abdallah à Ouargla, cette usine se spécialise dans la fabrication de postes préfabriqués en béton HTBT 30 kV avec une capacité de production de 250 postes par an. Objectif, répondre aux besoins de la distribution électrique au niveau local, en plus de fournir les régions de l'Est et du Sud-Est du pays. On a deux types. Il y a un poste DP, il s'appelle distribution publique, destiné uniquement pour Sonal Gaz, et l'autre client destiné pour les autres clients, que ce soit les directions, les privés, l'hydrocarbure et tout. Les produits que nous utilisons pour le poste préfabriqué, c'est des produits localement 100% algériens. L'objectif global de ce projet est de commencer par le territoire national pour de créer la stabilité, la distribution sur la publique, ou pourquoi pas exportation aux pays qui la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. Cette usine a récemment diversifié ses activités en se lançant dans la production et l'assemblage de générateurs électriques s'adaptant aux exigences du marché énergétique, avec un taux d'intégration atteignant les 35%. Actuellement, nous avons un effectif de plus de 50 d'effectifs. Donc nous avons ici, on fait l'assemblage, et dans une autre filiale, on fait tout ce qui est intelligence, pupitre de commande. Grâce aux efforts conjugués, au savoir-faire et à l'expérience de nos équipes et la technicité, donc ce produit, on essaie de le déporter vers l'exportation une fois on a satisfait la demande nationale. Cette unité de production forme activement des jeunes issus de la formation professionnelle, complétant leur apprentissage. Recruté ici depuis 4 ans en tant que chargé de maintenance et d'assemblage et de tests techniques. Je suis à la tête d'une dizaine de stagiaires que je forme à la fois dans le côté technique, électrique et un petit peu en mécanique. Et je m'occupe aussi du service après-vente. Un mode de formation 2 mois. Cela fait 2 mois que j'ai entamé mon stage dans cette usine, suivant une formation professionnelle en électricité. Actuellement, je me perfectionne dans l'assemblage des générateurs d'électricité. En mettant l'accent sur l'innovation, le respect des normes de sécurité énergétique et une empreinte écologique maîtrisée, cette usine joue un rôle important dans la modernisation du réseau électrique, répondant ainsi à la demande du marché national. L'électrification des exploitations agricoles dans la Wilaya d'El Oued se positionne en tête des priorités des autorités locales. Des opérations de raccordement ont été concrétisées. Une démarche stratégique qui à long terme permettra de booster la production agricole dans cette région et contribuera par la même occasion à développer l'agriculture saharienne. Un reportage est signé Yemina Saïdji. La région agricole de Oued El Djebsa, dans la commune de Ourmez, a investi dans la culture de la pomme de terre. Et pour assurer une meilleure productivité, un projet d'envergure a été lancé pour assurer l'électrification des grands périmètres agricoles. Le périmètre agricole de Oued El Djebsa, il est d'une superficie de 2000 hectares avec un projet d'électrification de 60 kg, des environs à 60 km, avec 75 postes de transport qui touchent les environs à 150 villages. Les travaux avancent à un rythme soutenu, malgré quelques défis rencontrés sur le terrain.
Le projet a atteint un taux de réalisation de 60%, 42 transformateurs électriques sur 76 ont déjà été installés. Malgré quelques contraintes telles que les routes difficiles d'accès et sablonneuses qui ralentissent quelque peu les travaux, le projet avance bien et sera livré à temps. Il y a plusieurs projets aussi dans le cadre de l'accompagnement de l'État, c'est les pistes agricoles. On a réalisé, c'est-à-dire au niveau de la ville de l'Oued, plus de 1600 km de pistes agricoles. Et il y a des programmes aussi quand même colossaux au niveau des pistes agricoles. L'électrification des exploitations agricoles est l'une des priorités des pouvoirs publics, notamment dans les wilayas à grande potentialité agricole, telles que la wilaya d'El Oued, connue pour ses grandes cultures maraîchères. Elle aspire à fournir le marché local et exporter vers les pays africains. En Palestine, la crise humanitaire s'aggrave alors que les bombardements sionistes font rage dans toute l'enclave. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie occupée. Il fait état de plus de 22 000 morts et de plus de 57 000 blessés. Aucun lieu n'est épargné. Malika Bellal. Au moment où Gaza et la Cisjordanie sont toujours le théâtre de raids meurtriers et ciblés par l'artillerie des forces d'occupation sionistes, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré lors d'une allocution télévisée être ouvert à la mise en place d'un seul gouvernement national pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, 207 personnes ont été tuées, rien que dans la bande de Gaza, faisant grimper le bilan à plus de 22 000 morts et plus de 57 000 blessés. Les villes de Rafah, de Khan Younes ainsi que les zones d'El Maghazi et d'El Bareij ont été ciblées par de lourds bombardements. Outre la bande de Gaza, la Cisjordanie occupée a elle aussi connu une flambée des violences avec plus de 300 Palestiniens tués par les forces sionistes et les colons depuis le mois d'octobre dernier. Un jeune Palestinien de 23 ans arrêté par les forces d'occupation a été tué par un soldat. Des centaines de Palestiniens ont été détenus depuis le début de la guerre. Le Hamas avait réclamé le 24 décembre une enquête internationale sur des exécutions sommaires qu'il accuse l'armée sioniste d'avoir commises dans la bande de Gaza, affirmant en avoir recensé au moins 137 depuis le 7 octobre. Le ministère palestinien de l'Éducation a affirmé que 4 156 étudiants sont tombés en martyrs et 7 818 autres blessés. Les frappes de l'armée sioniste ont visé 90% des bâtiments scolaires et éducatifs publics. 29% des institutions scolaires ne sont plus opérationnelles, alors que 133 écoles publiques ont été utilisées comme centres d'hébergement dans l'enclave palestinienne. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. 50 000 femmes enceintes et plus de 900 000 enfants n'ont pas accès aux soins médicaux nécessaires dans les refuges et les centres d'hébergement des déplacés. 10 000 patients atteints de cancer à Gaza n'ont pas accès aux soins dont ils ont cruellement besoin, a indiqué le directeur de l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne, Sobhi Sqaiq. Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant l'acheminement de l'aide humanitaire, les camions d'aide entrent au compte-gouttes, laissant les Palestiniens faire face à une guerre sans merci livrée à eux-mêmes. En Turquie, 34 personnes soupçonnées d'espionnage au profit de l'entité sioniste ont été arrêtées. Les suspects interpellés dans plusieurs provinces du pays sont soupçonnés d'avoir espionné des ressortissants étrangers résidant en Turquie pour le compte des services secrets sionistes. 13 autres personnes accusées des mêmes faits sont actuellement recherchées selon le bureau du procureur d'Istanbul. Les nationalités des mises en cause n'ont pas été précisées. Le ministre turc de l'Intérieur a affirmé que les services de renseignement sionistes préparaient l'agression ou l'enlèvement de certains des étrangers espionnés.
Et on passe à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant l'année 2023 plusieurs opérations et ont abouti à des résultats qualitatifs reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Et ce, pour contrecarrer toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays ainsi qu'à sa souveraineté. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, nos forces armées ont procédé à la neutralisation de 16 terroristes, 417 éléments de soutien aux groupes terroristes, la découverte et la destruction de 37 casemates et abris servant de refuge aux terroristes, ainsi que la récupération de 136 armes à feu, 169 obus, 95 bombes de différents types et de grandes quantités de munitions. Et puis dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les différentes unités de l'ANP ont multiplié leurs efforts afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, ce qui a permis l'arrestation de 2723 narcotrafiquants et la mise en échec d'introduction de 573 quintaux de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 86,345 kg de cocaïne et 11 625 283 comprimés psychotropes ont été saisis. De même, ces opérations qualitatives ont permis l'arrestation de 15 150 individus et la saisie de 4 433 marteaux-piqueurs, 8030 groupes électrogènes, 209 détecteurs de métaux, 1353 véhicules, 585,6 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, 612 fusils de chasse, 2 219 518 litres de carburant, 262,2 tonnes de tabac et 4 445 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, et ce, lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé 14 814 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Suite au décès du journaliste culturel, critique d'art et écrivain Ahmeziane Farhani à l'âge de 69 ans, la direction de la communication de la présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la corporation de la presse, assurant de sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Du sport à présent avec du football. La sélection algérienne de football a effectué une séance d'entraînement ce matin sur la pelouse du stade de Kégué de Lomé, où elle séjourne depuis hier, et ce jusqu'au 10 de ce mois, en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Le gardien Raïs Mboulhi, légèrement blessé, n'a pas participé à cette séance, tandis que Ramiz Zarouki et Mohamed Amin Togaï se sont entraînés en marge du groupe. Les Verts affronteront en amical le 5 janvier l'équipe locale du Togo et ensuite le Burundi le 9 du même mois. Pour rappel, la télévision publique va diffuser gratuitement 17 matchs de cette CAN sur la chaîne terrestre, parmi eux toutes les rencontres de l'équipe nationale. Allons à présent tourner dans le grand sud algérien, notamment dans une région où le rouge domine, à Timimoun, l'oasis rouge qui attire de plus en plus de visiteurs. Il faut dire aussi que passer ses vacances au milieu des dunes, sous un soleil doré durant la saison hivernale, est devenu une nouvelle passion chez beaucoup de touristes d'ici et d'ailleurs. Et puis c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir le riche patrimoine culturel de la région. Madame Damis. Timimoun, l'oasis rouge, la perle du Sahara, les adjectifs ne manquent pas pour décrire ce petit bout de désert très prisé par les milliers de visiteurs venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Son charme ensorcelant et sa richesse culturelle font d'elle un lieu incontournable pour les voyageurs en quête d'authenticité et d'émerveillement. Nous avons profité des vacances d'hiver pour venir découvrir Timimoun, car c'est une ville touristique par excellence. En plus, ses habitants sont très accueillants. Très accueillantes, des infrastructures qui se développent très bien. Donc on trouve tout ce qu'on veut et surtout on garde le caractère traditionnel. Je viens de Suisse, je suis depuis 20 ans presque chaque année ici parce que j'aime beaucoup le désert, j'aime l'ambiance ici à Timimoun. Timimoun a tout pour plaire. Ses atouts touristiques viennent se greffer à un riche patrimoine matériel et naturel, avec environ une centaine de sites et des vestiges archéologiques inestimables, de quoi offrir aux visiteurs une immersion dans l'histoire et la splendeur inégalable du Sahara. Expérience ici à Timimoun, bien que j'ai déjà visité le désert il y a quelques années en allant dans le Tassili,
mais les paysages sont assez différents ici. Beaucoup plus de dunes de sable. Circuit magnifique. On est chargé du matin au soir. Franchement, c'est encore mieux que ce que je pensais dans mon imagination, dans tout ce que vous pouvez voir. C'est la première fois que je viens à Timimoun. Ce que je retiens, c'est la gentillesse des gens. On mange bien, on est bien accueillis. C'est magnifique, les paysages sont très beaux, sont très variés aussi. Donc il y a le désert, il y a les Ksar, il y a les palmiers, donc la palmeraie, les agricultures. On mange très bien. On a surtout bien été accueillis par les habitants. Je suis venue ici pour découvrir les traditions de Timimoun. J'ai adoré cette ville et je conseille à tout le monde de venir visiter ce lieu. La capitale du Gourara est sans conteste l'une des régions touristiques les plus singulières par son charme, ses ressources et ses luxuriantes palmeraies. Chaque visiteur emporte avec lui des souvenirs indélébiles de ce lieu magique où l'histoire et la beauté naturelle se conjuguent pour créer une expérience inoubliable. Autre région qui recèle un patrimoine naturel et culturel époustouflant, la wilaya d'Ouled Djelel, qui jouit d'une originalité et d'une authenticité certaine. Des excursions sont organisées, ils sont nombreux à prendre part à cette aventure humaine unique dans un cadre féerique, un road trip qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Amel Bouarba. Échapper au stress urbain pour apprécier le calme absolu de ces paysages désertiques de Ouled Djelel. Pour ces touristes venus des 4 coins du pays, ce safari exceptionnel offre une expérience unique pour apprécier des plaisirs simples de la vie en dégustant des plats traditionnels, réputés de la région, au cœur de ces paysages somptueux. Trois oueds se rencontrent ici, Oued Lash, Oued Flia et Oued Lekta, dans cette région appelée El Milaga, réputée pour sa flore et ses plantes du Sahara qui peuvent vivre des milliers d'années. C'est un bel endroit. Ouled Djelel est une région magique. Nous avons fait une balade en 4x4. Nos clients ont participé pour la première fois à ce safari et sont satisfaits. L'agence, les hôtels, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon séjour. Un safari concocté par une agence touristique qui s'est spécialisée dans ce genre de circuit pour promouvoir le tourisme domestique. Nous avons des touristes issus de 45 wilayas. Ils sont en quête de découvertes et de sensations fortes à bord de 4x4. Ces circuits touristiques ont suscité un grand engouement, surtout en ces vacances scolaires. Notre objectif est de promouvoir le tourisme domestique. Une expérience captivante avec en toile de fond de vastes étendues désertiques, de quoi réveiller votre âme d'aventure. Le sud de l'Algérie est certes la destination privilégiée des touristes, surtout en cette période de l'année, mais le nord est tout aussi attrayant et ce n'est pas les lieux qui manquent. Il n'y a qu'à aller au jardin d'essai du Hamma, qui reste un must à faire à Alger. Il est considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde. Lemia Boudbouda nous y emmène, regardez. Le jardin botanique du Hamma est l'un des 10 plus beaux jardins au monde. Avec une superficie de 32 hectares, j'ai choisi pour vous 7 points forts à ne pas rater. Il se compose de 2 grands styles. Le premier, c'est le jardin au style français. C'est un jardin régulier ouvert à la française. C'est un jardin très classique. Là où c'est une parfaite illustration donc de beaucoup de caractères qui, lorsqu'ils sont réunis, vont définir avec précision le jardin régulier ouvert à la française, là où apparaissent les formes géométriques des parcelles avec des plates-bandes bien fleuries, une symétrie et une très belle perspective qui n'est définie que par les limites de l'horizon de la Méditerranée. À son opposé, le jardin au style anglais où vous attendent des troncs d'arbres aux formes tortueuses. Nous sommes au cœur du jardin anglais communément appelé, mais en termes d'architecture, en termes de paysagisme, c'est un jardin paysager ombragé, là où la densité est la
plantation est plus accrue, là où on sent une certaine fraîcheur, surtout lorsqu'il fait des canicules l'été. Les allées ont fait la réputation de ce jardin. Il dispose de 3 grandes allées. L'allée des Platanes est plantée en 1845 avec un total de 113 arbres. L'allée des Dragonniers daterait de 1847, originaire des îles Canaries et qui sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. Les Dracena draco, en référence à l'espèce plantée, c'est une espèce qui n'est pas du tout cosmopolite, hein, donc son endémisme est très restreint. Pays d'origine, c'est les îles Canaries, avec un entrelacement et un enchevêtrement du branchage qui n'est que le résultat d'une taille esthétique, une taille de formation qui va donner cette architecture et l'impression qu'on est en train de parcourir un tunnel naturel. L'allée des Ficus, plantée en 1864, se compose de 161 arbres. On ne peut visiter le jardin sans voir les lianes du Ficus retusa ou voltiger tarzan. Ce fabuleux arbre attire de nombreux visiteurs. Derrière moi, donc, un arbre très remarquable, voilà, très célèbre par son appellation commune. Ceux qui fréquentent le jardin arbre de Tarzan, du fait qu'il a abrité les premières séquences de la série du fameux film de Tarzan en 1932. Pourquoi 1932? C'était la célébration du centenaire de la création du jardin. La diversité des arbres, en fait. Dès que vous passez d'un endroit à un autre, c'est comme si vous changez d'un continent à un autre. Vous passez de l'Asie à l'Afrique, à l'Amazonie. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Magnifique jardin. Magnifique jardin. J'en connais pas un plus beau. J'ai fait plein de jardins en France, j'en connais pas un plus beau. Au sein de cette verdure se trouvent 4 statues de l'artiste Émile Gaudissart, qui a enrichi par ses œuvres le jardin, mettant en évidence la culture algérienne. L'autre point fort du jardin, pour les amoureux des animaux, est le zoo, véritable conservatoire d'une faune sauvage en captivité. Alors bienvenue dans ce joyau botanique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Amina Zeouf. Quant à moi, je vous retrouverai pour l'édition du soir à 19h. Excellente soirée à vous et à demain.